Alors quoi, ce bel empire que Charlemagne avait eu tant de mal à constituer va déjà tomber lamentablement en morceaux. D'abord, ce n'est pas l'empire de Charlemagne qui va être partagé, c'est celui de Louis le Pieux. Et rassurez-vous, on ne va pas tarder à recoller les morceaux. Louis le Pieux, qu'on appelle aussi Louis le Débonnaire, qui doit ce surnom de Louis le Pieux, non pas peut-être à sa piété personnelle, mais plutôt au fait qu'il a fait de nombreuses donations à l'Église. Le pouvoir des Carolingiens, comme celui des Mérovingiens, est lié à celui de l'Église, c'est la civilisation latine et chrétienne. Et comme Louis le Pieux avait la chance d'être le seul fils survivant de Charlemagne, ceux qui étaient morts, c'est ceux qui n'ont pas eu de chance, je suppose, eh bien, il fut le seul à hériter de cet empire qui ne fut donc pas partagé, qui aurait dû l'être, puisque les Francs sont tenus de partager leur héritage entre tous leurs fils. Et Louis le Pieux était tellement content d'être empereur qu'à l'instar de Charlemagne, mais cette fois-ci définitivement, il renonça au titre de roi des Francs, ainsi qu'au titre de roi des Lombards, pour ne garder que le magnifique titre d'empereur, si élégant dans le monde. Et en 817, Louis le Pieux décida d'associer son fils aîné Lothaire au gouvernement. Il le nomma empereur associé, comme au bon vieux temps de la tétrarchie et du partage de l'Empire romain. Mais il avait deux autres fils, alors qu'est-ce qu'on allait en faire de ces pauvres petits? Eh bien, on leur donna des royaumes, bien qu'ils restassent subordonnés à leur aîné Lothaire, qui serait le seul à devenir empereur, normalement à la mort de son père. Pépin régna sur l'Aquitaine, et Louis régna sur la Bavière, territoire nouvellement conquis par les Francs. Tout allait donc très bien, jusqu'au jour où naquit un quatrième fils. En effet, Louis le Pieux s'était remarié avec une certaine Judith, et il en avait eu un très joli petit bébé qui s'appelait Charles. Mais il est né après ce premier partage, et du coup sa maman, vous connaissez les mamans, elle dit « Comment? Il n'y a rien pour mon petit Charles, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin ?» Elle harcèle son mari, et celui-ci se dit « Il va falloir tout recommencer. » Donc on entreprit un nouveau découpage et naturellement les trois aînés ne sont pas contents. Il n'y a rien de mieux pour s'unir que d'être mécontents contre une personne. Et cette personne, c'est leur père. Et donc ils le firent enfermer dans un couvent, comme un vulgaire mérovingien. Et les trois garçons, ces petits polissons, nommèrent l'aîné, Lothaire, empereur en 832 à la place de leur pauvre père. Mais ce qui devait arriver arriva. Dès qu'ils ne furent plus sous la surveillance de leur père, les trois garnements se disputèrent et Louis et Pépin s'unirent contre Lothaire. Et du coup, ils firent libérer leur père, qui sortit du monastère et revint sur son trône en 835. La question du partage demeure malgré tout, et donc on en fait un nouveau. Le petit Charles, qui ne cesse de grandir, obtient un royaume situé entre la Meuse et la Loire. Mais vous savez ce qui arrive, les petits derniers sont souvent un peu gâtés. Et en effet, en 838, Pépin mourut et son territoire revint au petit Charles, qui eut ainsi la plus grosse part pour des raisons de logique territoriale. Et Louis le Pieux mourut en 840 et son fils aîné, Lothaire, lui succéda comme empereur. Louis et Charles étaient eux-mêmes rois, mais subordonnés à leur frère aîné, si bien qu'en 842, tout recommence. Ils s'unissent contre leur frère aîné Lothaire et prononcent le serment de Strasbourg. Alors ce serment de Strasbourg a surtout une importance linguistique parce qu'il est rédigé à la fois en langue romane et en langue germanique. Et il montre que dans ce grand empire, eh bien, il y a déjà une petite distinction entre les pays de langue latine, romane, et les pays de langue germanique, qui ne se comprennent plus très bien et donc il faut rédiger le document en deux langues. Et toutes ces disputes débouchent sur un nouveau marchandage qui est entériné par le traité de Verdun en 843, c'est pas trop tôt. La Francie occidentale, donc à l'ouest, revient à Charles II, qu'on appellera Charles le Chauve. La Francie orientale revient à Louis, qu'on appellera plus tard Louis le Germanique. Il n'est pas plus germanique que les autres, puisqu'ils sont frères. Il n'y a pas les uns qui ne sont pas germaniques et les autres qui sont germaniques. C'est une famille, ils sont frères. Et qu'est-ce qui reste pour l'aîné? Eh bien la partie centrale, qui n'a pas trop de nom, mais c'est la partie la plus importante. D'abord, elle englobe la capitale, Aix-la-Chapelle, et elle va pratiquement jusqu'à Rome, capitale de l'Église. De la mer du Nord à la Méditerranée. C'est cette partie qui assure la cohésion de l'ensemble. Il y a un empereur au milieu et des rois sur les côtés.